Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Les forces américaines se déploient massivement au Proche-Orient tandis que le président américain Donald Trump menace de frapper l'Iran sans mandat international clair. Une escalade potentielle qui soulève de graves interrogations juridiques et stratégiques et dont les conséquences pourraient dépasser la région, notamment pour l'Afrique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Comment interpréter le déploiement massif des forces américaines au Proche-Orient et dans les mers environnantes? C'est la méthode Trump tout simplement. Viens négocier ou je vais te bombarder. Et en même temps, on te dit pour la négociation nucléaire, voilà ce que tu dois faire. Les missiles, voilà ce que tu dois faire. Voire même tu dois démocratiser ton pays. Et tu dois laisser les gens manifester. Il faut dénoncer ce colonialisme américain. C'est du colonialisme. Comment les États-Unis, un pays, peuvent vouloir décider de ce qu'un autre pays comme l'Iran peut faire? Surtout dans ce contexte où l'Iran sort d'un conflit avec Israël. L'Iran n'a pas pris la supériorité ni sur le plan militaire, ni sur le plan technique. Mais si l'Iran tire les leçons, l'Iran va devoir voir comment davantage protéger son territoire, protéger ses citoyens. Et c'est ça le rôle, c'est ça la fonction régalienne de la République islamique d'Iran par rapport à ces populations. Et on vient dire à cette République, non, vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Et qui te le dit? Quelqu'un qui t'a bombardé, quand Israël t'a bombardé. Qui te le dit? Quelqu'un qui t'a mis sous embargo sur le plan économique. Que les gens qui croient au monde où les États sont égaux, où il faut qu'il y ait le respect des États, fassent de la voix, qu'ils se fassent entendre et dénoncent ce comportement colonialiste des Américains, parce que là où ça va nous mener, tout le monde le sait. Qu'on n'attende pas que ça se produise maintenant pour que les gens se lèvent pour parler, alors que tout le monde savait dès le départ. Est-ce que sur le plan militaire, les menaces du président américain Donald Trump contre l'Iran sont crédibles et sérieuses? Avec Trump, moi je dis toujours, je ne prends pas au sérieux ce monsieur. Quand il a commencé, il y a des gens qui étaient convaincus qu'il va attaquer. Quand même ces Américains ont commencé à quitter les pays du Golfe où il y a des bases, les gens ont dit, ah, ça c'est un signe supplémentaire. Il n'a pas attaqué jusqu'à présent. Depuis quelques jours, à la place du discours guerrier qu'il avait au départ, il parle de plus en plus d'accords possibles avec l'Iran. Mais moi, les mots de Trump n'ont aucun effet sur moi. Parce que c'est lui qui dit une chose, c'est lui qui dit le contraire, c'est lui qui revient dire encore le contraire de ce qu'il avait dit. On attend de voir qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, l'Iran n'est pas un pays qu'on vient bombarder comme ça et puis on part. C'est pourquoi ils ont amené l'armada, certainement pour faire pression, pour obliger les Iraniens à accepter de négocier. Si. Mais s'ils commencent la guerre avec l'Iran, mais personne ne sait où ça va s'arrêter. Et une chose est sûre, quelle que soit la force avec laquelle les Américains vont bombarder, je vous garantis que les Iraniens répondront et ils répondront avec force. S'ils peuvent le faire à l'instant, ils le feront. S'ils ne peuvent pas le faire à l'instant, vous les entendrez par la suite. Ça, il faut ne pas connaître le peuple iranien pour croire qu'on peut venir les bombarder et puis rentrer chez soi tranquillement. Mais quels sont les risques juridiques et diplomatiques d'une action militaire sans vote du Congrès américain d'abord et après sans mandat de l'ONU? Il faut parler d'abord de l'illégalité de la chose. Le droit international existe. On voit même les Américains, Trump même demander parfois à des gens de respecter le droit international. Avant de dire aux gens de respecter le droit international, il faut d'abord le respecter. Quel droit international il a respecté quand il est allé capturer, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le président de la République d'un autre pays? Le Venezuela. Tout à fait. C'est quel droit il a respecté? Quand il amène ses navires de guerre devant l'Iran, c'est quel droit il a respecté? Quand il a bombardé l'Iran, quel droit a été respecté? Et c'est les États-Unis qui protègent Israël, qui bombardent le Liban, qui fait le génocide en Palestine, qui bombarde la Syrie, qui bombarde le Yémen. C'est quel droit international qui est respecté? C'est eux qui protègent Israël, qui fait un blocus interdit par le droit international sur Gaza, sur la Palestine de façon générale, depuis combien d'années? Non.
Il ne faut pas que Trump vienne donner des leçons. Franchement, il ne doit pas parler de droit. Et les États-Unis, de façon générale, ne doivent pas parler de droit parce que s'ils attaquent l'Iran sans accord des Nations Unies, ça ne sera pas la première fois. Ils l'ont déjà fait avec d'autres pays et tout le monde a vu les conséquences que cela a eu. Ça n'a jamais réglé les problèmes qu'ils étaient censés aller régler. L'Afghanistan est là, l'Irak est là, la Somalie, quel résultat ça a donné? Le problème demeure jusqu'à présent et les Américains ont préféré à un certain moment fuir après avoir créé le chaos là-bas. En quoi une offensive, ou sinon une nouvelle offensive américaine pourrait-elle impacter directement l'Afrique au-delà du Moyen-Orient? En fait, nous, on est un peu comme une barbe. Et le monde, c'est la tête. Donc quand on tourne la tête, on ne demande pas à la barbe son avis, la barbe suit. Mais ça veut dire que même dans ce dans quoi nous ne sommes pas impliqués directement, nous recevons les conséquences. Une guerre avec l'Iran, les responsables iraniens ont dit, si on les attaque, aucun Américain ne sera en sécurité nulle part dans le monde. Ça veut dire qu'on peut venir dans nos pays attaquer les intérêts américains. Que les gens se rappellent les attentats contre les ambassades américaines en Afrique de l'Est. Ça veut dire que nous sommes à peu près loin de ce conflit. On n'est pas du tout concerné, mais même d'un point de vue militaire, on peut se retrouver dans ce conflit si les Iraniens décident d'agir dans un de nos pays parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux États-Unis en tant que pays. Ça, c'est une conséquence directe qui sera là. On devient théâtre d'opération dans une guerre qui ne nous concerne pas. Et ça, c'est du déjà vu, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'imaginer. Le deuxième problème qui ne concernera pas l'Afrique, qui concernera tout le monde, c'est le détroit d'Ormuz. Les Iraniens sont clairs, le détroit d'Ormuz sera fermé si les Américains attaquent. Avec une conséquence là sur le commerce africain. Sur le pétrole d'abord, parce que quand on dit détroit d'Ormuz, la première chose à laquelle on passe, c'est le pétrole. Mais ce n'est pas le pétrole seulement qui passe là-bas, c'est le commerce international de façon générale. Mais quand on bloque le pétrole, on est en face de deux situations. Une forte augmentation des prix qui fera l'affaire des pays africains qui sont producteurs de pétrole parce que le prix du baril va augmenter. Mais au contraire, une forte augmentation des prix qui va créer des difficultés économiques dans les pays africains qui ne sont pas producteurs de pétrole. Et l'essentiel des pays africains ne sont pas producteurs de pétrole. Donc en fait, c'est un peu ça notre situation. Et il est temps qu'on réfléchisse quand même à cela, qu'on ne soit pas toujours là à dire quelles conséquences sur le continent africain, mais qu'on anticipe pour que les problèmes des autres ne passent pas tout leur temps à avoir des conséquences négatives sur le continent africain. Pourquoi les Africains ne vont pas se lever et dire, mais attendez, si la guerre risque d'avoir des conséquences chez nous, mais ils n'ont qu'à aller aux Nations Unies, prendre l'initiative de faire en sorte que les Américains et les Iraniens s'asseyent autour d'une table et trouver une solution. Mais qu'on ne soit pas toujours en posture d'attendre les conséquences pour dire voilà, on a telle difficulté parce que, il faut anticiper, comme beaucoup d'autres pays sont en train de le faire, qui se rendent compte que mais attendez, si la guerre éclate, les conséquences vont être terribles. Il y en a qui sont en train de faire le stock sur le plan énergétique, etc., en se disant on ne sait pas la guerre commence quand, et quand elle va commencer, on ne sait pas elle finit quand. Ça peut commencer par des bombardements en Iran, mais on ne sait pas ça va finir par des bombardements dans quel autre pays. Ces gens sont en train de réfléchir, de mettre en place des stratégies pour atténuer au maximum les conséquences que cette guerre va pouvoir avoir. À l'échelle africaine, où on a mené une réflexion dans ce cadre-là. On va attendre que les conséquences soient là pour après dire aux gens, pardon, pensez à nous un peu pour qu'on puisse avoir des céréales, pour qu'on puisse avoir également de l'énergie. Il faut qu'on dépasse cette façon de se comporter. Quel rôle les alliances géopolitiques africaines, comme avec les BRICS par exemple, pourraient-elles jouer dans ce contexte? C'est clair qu'il y aura problème. L'Iran actuellement a renforcé sa coopération militaire avec la Russie, avec la Chine. Ils ont même signé un accord qui leur permet l'utilisation de leur espace aérien. Maintenant, jusqu'à présent, la Russie et la Chine, on ne les a pas vus faire face aux États-Unis militairement sur un autre terrain.
Est-ce que cette fois-ci, on va le voir? On ne sait pas encore. Ce qui est clair, Chine, tout comme Russie, ont dénoncé le comportement américain par rapport à l'Iran. Jusqu'où ils vont aller, ça va déterminer également l'ampleur de ce à quoi on va assister si les États-Unis bombardent l'Iran. Mais pour le moment, ni la Chine ni la Russie n'a dit clairement jusqu'où ils vont aller. Ils ont dénoncé le caractère illégal, c'est les États-Unis qui veulent se transformer en gendarmes du monde, etc. Bon, ça c'est le côté verbal, tout simplement pour le moment. Mais il y a un autre avantage, ça a rapproché l'Iran davantage des BRICS et ça permet aux BRICS eux-mêmes, de façon générale, de se dire, mais attendez, quand tu as en face de toi Trump, il faut se préparer à tout. Et la meilleure façon de combattre Trump aujourd'hui, parce qu'il dirige un pays qui incontestablement a une puissance militaire, économique, diplomatique, etc., c'est de voir comment se mettre ensemble pour former un bloc qui va pouvoir être un bloc alternatif par rapport aux États-Unis. Mais s'il attaque l'Iran, il peut renforcer automatiquement les BRICS à travers cette attaque-là. Et l'Afrique pourrait-elle être contrainte, selon vous, de prendre une position entre grandes puissances ou rester neutre? Eh bien, bien sûr, elle sera contrainte. Rappelez-vous la guerre Ukraine-Russie. On a tout fait pour amener les Africains à condamner la Russie, puisque une partie de l'opinion internationale soutenait l'Ukraine. Heureusement, les Africains n'ont pas suivi, en fait tous les Africains n'ont pas suivi, et moi je trouve que ça a été une bonne expérience, c'était une très bonne chose, que certains prennent leurs responsabilités pour condamner, que d'autres prennent leurs responsabilités pour soutenir, que d'autres refusent de s'ingérer dans cette affaire. C'est déjà un pas, à mon avis. Maintenant, ici, on va être en face de la même situation. Tout le monde connaît la méthode des Américains. Vous ne vous mettez pas de votre côté, on vous fait des taxes douanières, on ne vous donne plus les aides sur le plan économique. Si vous êtes dans AGOA, on vous fait sortir. Trump ne badine pas avec. Ça veut dire que diplomatiquement, vous voyez une des conséquences ici. Vous voyez une injustice, vous voyez une illégalité. Ce qu'on attend, c'est qu'on dénonce. Mais on est obligé de se poser la question, si je dénonce, qu'est-ce que Trump va faire avec mon pays? Et ce n'est pas une conséquence intéressante. On parle de souveraineté, que les gens prennent leurs responsabilités par rapport à cette souveraineté-là. Maintenant, pour l'Afrique, vous avez des pays de plus en plus qui lient des relations avec l'Iran, y compris sur le plan militaire. Parce que l'Iran vend des armes, y compris à la Russie. Vous avez certains pays africains qui commencent aujourd'hui à s'intéresser à cette industrie militaire iranienne, qui ont une relation renforcée avec l'Iran. Ces pays vont se trouver dans une position compliquée. Théoriquement, ils devraient soutenir l'Iran, mais pratiquement et concrètement, il ne leur sera pas facile de se prononcer aussi clairement. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Venezuela, des pays qu'on attendait qui sortent une déclaration forte pour dénoncer, ont trouvé le moyen d'édulcorer leur déclaration parce que c'est Trump. C'est à la même chose qu'on risque d'assister s'il y a attaque des États-Unis contre l'Iran. Et quelles leçons tirées des conflits passés au Moyen-Orient et sur les impacts directs pour le continent africain? Malheureusement, il n'y a que de mauvaises leçons. Prenons le cas en Afrique même. On a fait tomber Kadhafi, avec tout ce qui a été raconté comme raison pour le faire tomber. Qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Est-ce que les bombardements vont faire tomber le régime iranien? Je ne sais pas. Si les bombardements font tomber le régime iranien, qu'est-ce qui se passe après? On a un régime militaire ou bien on a le chaos comme au niveau de la Libye? En fait, il y a beaucoup d'interrogations et c'est pourquoi si vous regardez, même certains pays qui seraient heureux que l'Iran soit bombardé, parce qu'ils sont beaucoup à ne pas aimer ce pays-là, sont prudents en se disant, attendez, après, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde connaît la posture des Iraniens, de façon générale, contre les États-Unis, contre Israël. Contrairement à ce que les Américains pensent, une attaque de l'Iran peut renforcer le régime sur place. Parce que l'essentiel des Iraniens sont contre les États-Unis, contre également Israël. Ça n'a pas changé
la guerre avec Israël, le bombardement américain soutenant Israël n'a fait que renforcer cela, de sorte que vous voyez des gens qui disent nous sommes opposés au régime, clairement, mais qui disent clairement aussi ils sont contre l'attaque d'Israël contre l'Iran. Donc ça également, ça va être une situation compliquée. Ce n'est pas parce qu'ils vont trouver 5 marionnettes qu'ils vont pouvoir prendre l'Iran et diriger l'Iran comme ils veulent. Donc rien que cet inconnu devrait amener les gens à plutôt éviter la guerre et à passer par la négociation. Mais comme je dis, avec Trump, on ne peut pas dire voilà là où il va faire, on ne peut pas dire voilà sa logique, c'est Trump. Quand il fera, on dira tout simplement c'est Trump. Une question importante, la diplomatie africaine, selon vous, diplomatie actuelle, j'insiste sur ce mot, peut-elle influencer ou limiter les conséquences d'un affrontement militaire entre Washington et Téhéran? En principe, oui. Nous sommes 54 États. Bon, 53, puisque souvent, Eswatini, là, on l'écarte. Disons, nous sommes 53 États. Mais si ces 53 États ne peuvent pas peser au niveau des Nations Unies, il y a de quoi se poser la question, qu'est-ce que nous faisons aux Nations Unies? Je n'ai pas dit 10, je n'ai pas dit 15, j'ai dit 53 États. Si on ne peut pas peser au niveau des Nations Unies, mais il y a de quoi se demander qu'est-ce qu'on fait là-bas. Mais les Africains doivent pouvoir, effectivement, en se rendant compte que cette guerre peut avoir des conséquences négatives pour le continent, sans compter le caractère illégal, etc., mais aller vers l'Organisation des Nations Unies et dire aux Nations Unies, rappelez-vous pourquoi on vous a mis en place. C'est pour éviter que les pays se fassent la guerre les uns les autres. C'est pour anticiper, pour qu'on règle les conflits par le dialogue et qu'on ne règle pas les conflits par les armes. Mais je ne crois pas que quand on a dit ça, on s'est attaqué à quelqu'un. On défend un principe. Mais il faudrait d'abord avoir sa propre souveraineté, avoir sa propre liberté, avant de pouvoir tenir un tel discours. Et c'est là où se trouve le problème pour bien des pays africains. Une situation actuelle, selon vous, qui démontre l'importance de vraiment discuter de la question d'un siège permanent pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, mais avec un droit de veto, comme vous l'insistez à chaque fois. C'est pourquoi j'ai dit 53 États et on ne peut rien faire. On ne peut rien initier. On ne peut pas influencer. Parce qu'on n'est pas là où les décisions se prennent. Voilà, mais en ce moment, parce que moi je suis contre les droits de veto. Pour moi, dans la réforme de l'Organisation des Nations Unies, il faut annuler les droits de veto. Maintenant, si on veut continuer avec les droits de veto, il faut qu'effectivement, 2 pays africains puissent avoir leur place au niveau du Conseil de sécurité comme membres permanents, pas comme des membres tournants, et qu'ils puissent avoir également le droit de veto. Sinon, on va continuer à être aux Nations Unies, à être courtisés ou bien sous le coup du chantage pour prendre une position pour ou contre une situation. Pour terminer, selon vous, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Des escalades, conflits limités ou une crise régionale aux répercussions mondiales? Si j'avais la réponse, j'allais la vendre à l'échelle internationale parce qu'il y en a qui attendent ça pour savoir comment ils vont faire par rapport à leurs propres affaires. On ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Pour le moment, c'est le plus difficile d'ailleurs. Pour le moment, c'est plutôt l'accalmie. Puisqu'il y a eu plusieurs rounds de négociations. Et même quand on ne s'est pas entendu, à la fin, on est tombé d'accord pour aller négocier à nouveau. On a changé de lieu de négociation, c'est vrai. Mais pour le moment, on est plutôt sur la négociation que sur la guerre. Mais n'oublions pas qu'également, la méthode américaine, quand ils font la guerre, ils ne vont pas vous dire « nous allons vous faire la guerre ». Ils vont vous surprendre pour le premier bombardement, ce qui laisse tout le temps cette incertitude planer. Et les Iraniens l'ont très bien compris. Eux, ils sont sur leur garde, même s'ils sont en train de négocier. Merci, Mamadou Diouf. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.